On nous a demandé d'intervenir sur la situation particulière des prisonniers palestiniens. Je voudrais juste, avant de commencer, puisqu'on est dans un événement consacré à la femme, rendre hommage à toutes nos femmes en Palestine qui sont à la fois mères et femmes des combattants, celles qui les éduquent, celles qui prennent soin d'eux, mais qui sont également sœurs des combattants, au titre où elles sont combattantes elles-mêmes, où elles subissent l'oppression, et parfois même de manière beaucoup plus vicieuse que les combattants eux-mêmes. La femme reste l'honneur de la société palestinienne, et elle porte de grandes valeurs qui sont aujourd'hui partagées avec vous, qui sont aujourd'hui partagées également avec les femmes en Égypte, qui sont celles de pouvoir combattre elles aussi pour leur liberté, aux côtés de tous les combattants, qu'ils soient hommes ou enfants, puisque nos enfants aussi sont victimes de l'oppression et parmi nos combattants. La Palestine, vous le savez probablement, est sous occupation depuis plus de 65 ans maintenant. Et la prison est un instrument d'oppression et qui aide énormément le régime sioniste pour mettre fin à la résistance palestinienne. Depuis 1967, date de la guerre des 6 jours, plus de 800 000 Palestiniens sont passés par les prisons sionistes. 800 000 Palestiniens, c'est l'équivalent du nombre de réfugiés de la première Nakba. La torture est une pratique légale en Israël et elle est pratiquée pour 90% des prisonniers qui sont passés par les geôles israéliennes. 30% des personnes qui sortent de prison sont affectées de séquelles ou de handicaps permanents. Dû aux tortures, bien évidemment, mais aussi à toutes les négligences médicales et aux punitions collectives qu'ils utilisent dans les prisons, aux privations, etc., etc. Il y a eu énormément de morts dans les prisons sionistes, plus de 200. Il faut savoir que les corps de nos prisonniers ne sont pas rendus à leurs familles. Ils sont gardés dans ce qu'on appelle le cimetière des nombres, jusqu'à ce que leur peine soit finie. C'est-à-dire que quelqu'un qui est condamné à plusieurs fois la perpétuité, comme ça arrive dans des pays comme les États-Unis, l'État de droit, ou comme Israël, la plus grande démocratie du Moyen-Orient, leurs corps ne sont pas rendus à leur famille, jusqu'à ce qu'ils aient effectué 5 fois la perpétuité, par exemple, si telle est leur condamnation. Pour la situation actuelle, il y a environ 4500 prisonniers encore dans les geôles, malgré l'échange qui a eu lieu il y a quelques mois, dont vous avez entendu parler à grand fracas, puisque c'était la libération non pas de 1000 prisonniers palestiniens, mais d'un certain Gilad Shalit, qui lui, à lui tout seul, a fait beaucoup plus de bruit en quelques années que tous les Palestiniens qui sont gardés dans les geôles israéliennes. Parmi ces 4500 prisonniers, il y en a 215 qui sont en détention administrative dans Adlan Prader, dont vous a parlé Oumaima. La détention administrative, c'est le fait d'être enfermé, sans jugement, sans inculpation et sans limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pour prendre l'exemple de Khad Arnan, il a été arrêté par des hommes masqués qui sont venus l'enlever de chez lui le 17 décembre dernier. Et il a été torturé pendant 24 heures, au terme desquelles il a commencé une grève de la faim, qui l'a emmené à l'hôpital. On lui a annoncé qu'il serait gardé en détention pendant 4 mois, sans inculpation, sans jugement. Aujourd'hui, l'appel que ses avocats ont lancé face à la cour israélienne a été rejeté, ce qui fait qu'il est gardé indéfiniment. Parmi ces 4500 prisonniers, il y a également 6 femmes, dont 3 en détention administrative. Il faut savoir que le traitement qui est fait aux femmes n'est pas plus agréable que le traitement qui est fait aux hommes prisonniers. Et malheureusement, notre camarade, nous considérons palestinienne aussi, Sarah Bichara pourra témoigner de ce que sont les vraies tortures qui sont infligées par les sionistes et leurs collaborateurs. Les femmes
qui sont enceintes ne bénéficient pas de suivi médical et quand elles doivent accoucher, elles sont attachées à un lit d'hôpital, ce qui est le cas aujourd'hui de Khader Adnan sur son lit d'hôpital également. Elles accouchent donc accrochées à un lit et elles gardent le nouveau-né avec elles en prison pendant des mois, voire pendant la première année ou un peu plus de l'existence de ce bébé. Du coup, les enfants n'ont pas non plus de suivi médical. Ils s'additionnent, ces nouveau-nés qui restent avec leur mère en prison, s'additionnent au nombre qui est actuellement environ 350 enfants de moins de 18 ans, qui sont traités comme des adultes en prison et qui subissent eux aussi torture physique et morale, psychique, privation, qui n'ont pas le droit de recevoir une éducation lorsqu'ils réclament d'avoir des livres ou lorsqu'ils réclament de poursuivre une formation qui peut les conduire à passer un baccalauréat ou un autre diplôme. On leur refuse la plupart du temps. Et un dernier chiffre concernant le nombre de ces prisonniers, 23 sont des membres du Conseil législatif palestinien, c'est-à-dire des représentants politiques que nous avons choisis. Quelques semaines avant l'échange de prisonniers dont vous avez entendu parler, il y a eu une grève de la faim qui a été lancée par les prisonniers du FPLP, du Front Populaire de Libération de la Palestine, qui a été suivie par plus de 600 prisonniers de façon permanente, c'est-à-dire qu'ils étaient en grève de la faim tous les jours, et qui a été suivie également par des centaines d'autres de façon partielle, c'est-à-dire qu'ils étaient en grève de la faim 3 jours par semaine. Parmi l'échange dont vous avez entendu parler, il y a eu 2 étapes. Il y a eu le 11 octobre dernier 477 prisonniers qui ont été relâchés et le 18 décembre 550 ont été libérés. 65% des prisonniers libérés auraient dû être relâchés de par les condamnations qu'ils avaient reçues des tribunaux militaires de l'occupation entre décembre 2011 et fin 2012. 100 d'entre eux entre décembre 2011 et janvier 2012. Ce qui signifie que l'accord n'a pas été respecté pour cette première chose. L'accord concernait également la libération de toutes les femmes qui étaient en prison dans les geôles sionistes. Seuls 50% ont été libérés. Et comme je vous l'ai dit, elles sont encore aujourd'hui au nombre de 6, dont 3 en détention administrative. L'accord concernait également la libération des enfants qui sont détenus, qui sont eux aussi bien souvent enlevés sans que leurs parents soient prévenus de l'endroit où ils sont emmenés. Et quand ils sont mis au courant qu'ils ont été emmenés en prison, c'est souvent plusieurs jours après que ça a été fait. Et on ne leur révèle pas dans quelle prison il a été emmené. C'est souvent, comme dans le cas de la majorité des prisonniers, au départ ce qu'ils appellent un centre de détention, c'est-à-dire les centres où ils torturent les prisonniers avant de les transférer réellement dans ce qu'ils appellent une prison. Donc sur les enfants, 55 enfants ont été libérés sur 160 enfants qui étaient incarcérés au moment de l'accord. Israël prétend qu'elle a libéré des Palestiniens faisant preuve de bonne volonté, faisant preuve de magnanimité et de générosité face aux Palestiniens et bien évidemment de sa bonne foi dans la marche de soi-disant accords qu'ils doivent reprendre. Entre les 2 étapes, après la libération de 477 prisonniers, déjà 470 avaient été arrêtés à nouveau, pas forcément ceux qui sont sortis, n'est-ce pas? Et parmi ces 470, il y avait 70 enfants et 11 femmes. Parmi la première vague, pour ne vous citer qu'un exemple du traitement qui est fait et à quel point la générosité d'Israël est vraiment exemplaire, seuls 217 sur 477, seuls 217 ont eu le droit de rentrer chez eux sans restriction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont le droit de se déplacer d'une ville à l'autre en Palestine. Bien évidemment, il y a des restrictions qui sont autres. C'est-à-dire qu'en tant que Palestiniens, ils ne peuvent pas aller dans les territoires de 48 ou à Jérusalem, etc., etc. Mais en attendant, ils ont récupéré tous les droits qu'ils avaient avant concernant leur déplacement. Donc ça concerne seulement 217 prisonniers. 55 ont eu le droit de rentrer chez eux avec restriction, ce qui signifie qu'ils sont sous contrôle israélien et que quasiment tous les jours, ils doivent rendre compte de l'endroit où ils se trouvent. Ils n'ont pas le droit de quitter leur ville, voire leur domicile pour certains. 164 ont été exilés à Gaza. 164 exilés à Gaza signifie 164 qui ne sont pas originaires de Gaza et qui sont aujourd'hui obligés d'y rester. Certains pour une durée limitée, qui est de 3 ans, pendant lesquels ils n'ont pas le droit de voir leur famille qui est en Cisjordanie ou à Jérusalem. Mais pour la grande majorité, 146 d'entre eux, c'est de façon indéterminée.
C'est-à-dire qu'ils ne savent ni quand, ni si ils pourront être à nouveau chez eux, auprès de leur famille. Et la dernière catégorie, c'est 41 prisonniers, dont une femme, qui ont été exilés à l'étranger, en contradiction totale avec l'article 49 des Conventions de Genève, mais bon, ils sont plus à ça près, hein, les Israéliens, qui dit explicitement qu'une force occupante ne peut transférer ni déporter des personnes locales du territoire qu'elle occupe. Je pensais vous rappeler le cas de Khaled El-Adnan, et on vous en a parlé. Il est aujourd'hui à son 63e jour de grève de la faim. Il est hospitalisé depuis le 30 décembre dernier. Il est, comme je vous le disais, attaché à un lit d'hôpital à Safad. Il refuse de cesser sa grève de la faim tant que les prisonniers palestiniens, dont il porte aujourd'hui la dignité et l'honneur et la cause, ne seront pas traités de façon humaine. Il a fini par accepter d'être alimenté uniquement par de l'eau minéralisée par intraveineuse. Il refuse d'être soigné par des médecins sionistes et demande à être libéré et suivi par des médecins palestiniens de son choix, ce qui lui a été refusé. La directrice de Ad-Damir, qui est une association pour les prisonniers, lui rend visite quasiment tous les jours. Il est à bout de force, son pronostic vital est très largement engagé. Si on écoute des médecins qui connaissent ce que c'est que la grève de la faim, et ils ont interrogé aussi beaucoup de spécialistes palestiniens, aujourd'hui il risque de perdre la vie, il risque d'avoir plusieurs muscles atrophiés, et le cœur étant un muscle, il risque d'avoir des gros problèmes cardiaques. Il a eu le droit de voir sa famille une seule fois, et bien évidemment sa femme a été harcelée au moment où elle a dû passer les barrages, jusqu'à ce qu'elle arrive auprès de son mari, où elle a constaté l'état dans lequel il se trouvait. Vous trouverez le communiqué des étudiants palestiniens sur la table à côté, et d'ailleurs vous trouverez aussi des témoignages de prisonnières palestiniennes sur la table de SOS Palestine. Comme je vous le disais, la place des femmes n'est pas plus enviable. Elles subissent elles aussi des tortures et elles sont victimes très souvent de chantage. Donc c'est arrivé très souvent qu'à Jérusalem, capitale de l'État palestinien, où l'occupant essaye bien évidemment de s'installer autant qu'il le peut. Vous n'avez probablement pas entendu parler, mais des colons venus des quatre coins de la Palestine 48 ont essayé d'entrer sur l'esplanade des mosquées il y a quelques jours. Donc notamment à Jérusalem et en Palestine 48, les femmes subissent des chantages. C'est-à-dire que si elles refusent de collaborer avec l'occupation, ils lancent des rumeurs qui peuvent être terribles dans les camps palestiniens, comme quoi elle aurait eu des relations sexuelles avec les soldats. Voilà. Je crois qu'il est assez clair que l'entité sioniste, que l'occupant, n'est pas disposé à faire la paix avec qui que ce soit, qu'il utilise la prison et la torture comme un autre mode d'expulsion des Palestiniens, comme je viens de vous l'expliquer. C'est un des moyens, à travers les échanges qui se sont passés dernièrement, avec lesquels il a pu à nouveau exclure les Palestiniens de la terre de Palestine, comme ça avait été le cas lors de ce qui s'était passé à l'église de la Nativité, où 13 de nos combattants avaient été enfermés en fait dans l'église de la Nativité, où ils s'étaient retranchés face aux forces israéliennes. Et les négociations avec l'autorité palestinienne ont eu pour résultat que ces combattants sont aujourd'hui exilés et n'ont pas le droit de rentrer en Palestine, ni de voir leur famille sur la terre de Palestine. Donc, certains de leurs proches peuvent obtenir des autorisations pour quitter la Palestine, mais en dehors de ça, leurs familles entières sont condamnées, ce qui est le cas de beaucoup de familles de résistants. Les femmes sont les seules aujourd'hui qui peuvent obtenir des laissez-passer, en tout cas beaucoup plus facilement qu'un certain nombre d'hommes, puisque à partir de 14-15 ans jusqu'à vos 55 ans, si vous êtes un homme, vous pouvez, en dehors d'une extrême urgence médicale, et encore c'est très peu sûr, vous ne pouvez pas obtenir de laissez-passer. Les femmes aujourd'hui sont tout à fait mobilisées aux côtés de tous nos combattants
et en particulier avec les mouvements de grève de la faim qu'il y a actuellement autour du cas de Khaled El Adnan. Le mot d'ordre des femmes aujourd'hui qui manifestent devant les prisons de l'occupation, c'est de dire nous sommes toutes les mères des prisonniers, nous sommes toutes les mères de Khaled El Adnan, et celles qui ont un fils en prison aujourd'hui ou un frère en prison aujourd'hui disent explicitement qu'elles en ont au moins deux, puisque Khaled El Adnan est le fils de toute la Palestine, comme tous les prisonniers, comme tous les combattants, comme tous nos martyrs. Et aujourd'hui, nous demandons clairement et explicitement à ce qu'il soit mis fin à ce genre de traitements qui sont contraires à tous les droits et résolutions internationaux que tout le monde a ratifiés, et que normalement, ce pays qui a été admis dans l'ONU contre absolument toutes ces résolutions ne respecte pas. Aucune sanction n'a été prise. Le gouvernement français se contente de faire des petits appels sur le site gouvernement. Je sais pas quoi. Et en dehors de ça, rien du tout. Il faut juste... je voudrais vous dire que Salah Hamouri, dont vous avez probablement entendu parler, puisque j'estime que vous êtes probablement tous un peu militants, le cas de Salah Hamouri, lui aussi a fait partie des prisonniers qui ont été libérés, mais lui, il a été libéré parce que c'était la fin de sa peine. Il a été enfermé pendant 7 ans. Il a été forcé de plaider coupable pour avoir eu l'intention de tuer un responsable juif. Lui aussi est actuellement interdit de quitter la Palestine pendant plusieurs mois. Donc là, normalement, ça devrait prendre fin bientôt et il devrait bientôt venir en France. Et enfin, une dernière chose. Nous sommes malheureusement en France dans un pays qui se réclame des droits et de l'égalité et de tout ce qu'on veut, mais qui n'applique pas. Le droit de parole nous est aujourd'hui refusé dans plusieurs endroits. L'année dernière, on a été refusé d'intervenir à propos du boycott de l'occupation, une conférence à l'ENS, sur un appel personnel d'un certain président du CRIF à des membres du gouvernement et à la direction de cet établissement. Aujourd'hui, la même chose risque de se renouveler. Le collectif Paris 8 à Saint-Denis vient de se voir signifier l'interdiction de tenir un colloque sur la même question. Et à nouveau, les chers membres du CRIF sont intervenus auprès des membres du gouvernement et auprès de la direction de l'établissement. En tant qu'étudiants palestiniens, on soutient bien évidemment le collectif et tous ceux qui cherchent aujourd'hui à s'exprimer sur la question. Nous ne prenons pas l'antisémitisme. Il y a d'ailleurs beaucoup de juifs qui condamnent aujourd'hui la politique de l'État qui dit les représenter. On vous demande juste de pouvoir relayer notre voix et donc d'être vigilant à ce qui se passe. Pour le cas de Khaled El Adnan et de tous les prisonniers, pour le cas des soi-disant négociations qui doivent reprendre je ne sais quel chef alors qu'Israël n'a jamais respecté aucun des engagements qu'il a pris, et bien évidemment pour ce qui se passe ici en France, c'est-à-dire intervenir auprès de la direction de Paris 8, mais également auprès d'autres organismes et institutions qui doivent garantir notre liberté d'expression à tous sur n'importe quelle question. Les universités sont censées être des lieux de formation, notamment politique aussi, ce qui nous permet ensuite de pouvoir nous exprimer, de prendre position et de nous battre pour une meilleure société. Aujourd'hui, on nous refuse ce droit. Et voilà, je vous demande juste de pouvoir être vigilant et d'être à nos côtés pour les prochains mois qui s'avèrent difficiles. Mais voilà, après 65 ans et même plus de combats de Palestiniens, et aujourd'hui avec l'espoir des révolutions arabes qui sont en train d'avoir lieu et la mobilisation autour de ce sujet qui a lieu ici, on a toujours l'espoir, on a toujours la conviction qu'on est dans notre droit et que les droits et les valeurs qu'on nous refuse aujourd'hui, on les récupérera. Et voilà, merci. Your back's against the wall. There's no one home to call. Keep forgetting.
Welcome. Welcome. Yeah.